Européens, luxembourgeois, citoyens, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à exactement 100 jours des élections européennes qui auront lieu entre le 6 et le 9 juin prochain, partout en Europe, et qui s'avèrent, à de nombreux aspects, être absolument cruciales. Les élections de 2019 avaient permis l'arrivée au Parlement de 108 députés européens du groupe Renew Europe, venant de 25 pays différents. Aujourd'hui, selon un sondage de Euractiv datant du mois de février, la formation politique, comprenant le parti du président Macron, Renaissance, et de l'autre parti, de l'ancien parti du Premier ministre, Xavier Bettel, le Parti démocratique, se trouvant en difficulté, perdant 26 sièges au niveau européen et 1 siège sur 6 au niveau national au Luxembourg, au profit de la LSAP et de la CSV. Dans le cadre de ces campagnes, nous allons nous entretenir avec différents acteurs clés de ce scrutin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être en présence de la désignée tête de liste du Parti démocratique, M. Charles Goerens. Le député européen, Goerens, n'est pas débutant en politique. Ministre de la Défense pendant 5 ans, député européen pour la première fois en 1982 et élu à la Chambre des députés pour la première fois en 1972 à l'âge de 27 ans. M. Goerens n'en est pas à son premier mandat, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Goerens, bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Tout d'abord, avez-vous quelque chose à dire avant qu'on commence l'entretien ? Les temps sont dramatiques, mais essayons de garder notre optimisme. Absolument, je suis d'accord avec vous. Donc, pour la première partie de cet entretien, ce sera des questions courtes à réponses courtes. Donc, ce sera une conversation ping-pong rapide. Et durant la deuxième partie de l'entretien, ce seront des questions plus longues à réflexion plus longue du coup. Ça me convient parfaitement. Ok, parfait. Commençons. Monsieur Goerens, politiquement, droite ou gauche ? Je suis plutôt au centre, avec une tendance centre-gauche. L'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne, oui ou non ? Oui, à condition que l'Union européenne soit prête. Elle n'a pour l'instant pas encore la capacité d'absorption. Et il faut aussi que l'Ukraine, bien entendu, soit prête. Il faut que cette tentative réussisse. Sinon, c'est mauvais pour les deux. Très bien. Pour ou contre une augmentation de budget dans l'Union européenne consacrée à la défense ? Il faut que l'ensemble des pays européens dépensent davantage, 2% de leur produit intérieur brut, et c'est même à peine assez. L'Union européenne est-elle efficace ou non ? Dans certains domaines, oui. Dans d'autres, elle se paralyse elle-même parce qu'elle n'est pas à même de se doter des mécanismes décisionnels adéquats. Une commission européenne dirigée par Marine Le Pen, Giorgia Meloni et Viktor Orban. Est-ce que vous signez ? Ce scénario n'est pas réaliste, mais il pourrait le devenir dans 5 ans. L'Union européenne est-elle une chance pour le Luxembourg ? C'est plus qu'une chance, c'est une question de survie. Pour ou contre les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et le Mercosur ? Oui, à condition qu'il soit en phase avec les dispositions de l'accord de Paris sur le climat. Pour ou contre l'Union européenne ? La question ne se pose même pas. C'est moi qui ai mal lu, je suis désolée. Plus ou moins d'Union européenne, voilà. Plus d'Union européenne, là où ça fait sens, là où les États membres ne sont pas à même de résoudre des problèmes eux-mêmes, ou de par leur seul apport, il faut une instance supérieure pour les réaliser. L'Union européenne risque-t-elle de disparaître ? Si on ne fait pas un aggiornamento institutionnel, ce projet ne pourra pas survivre au XXIe siècle. Macron ou Scholz ? Les deux pourraient faire bouger les lignes, mais je préfère Macron. Pour ou contre l'envoi de troupes vers l'Ukraine ? Pour l'envoi de l'aide, un armement beaucoup plus important que ce n'est le cas actuellement, avec une assistance technique. Y a-t-il un parti de l'extrême droite au Luxembourg ? Il y a une tendance, il y a un parti qui est tenté par des positions plus dures, mais comparé à ce qui se passe en Italie, en Allemagne, non. Pas encore. Une Europe plus politique ou plus économique ? Plus politique. Faudrait-il une armée européenne ?
Il faut une politique de défense européenne où tous les efforts des 27 convergent. Pour ou contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Non. Contre. Non, elle n'est pas prête, elle est des années-lumière de ce qu'il est convenu d'appeler les critères de Copenhague. Elle ne respecte pas l'état de droit, elle a emprisonné 1,5 million de fonctionnaires publics sans leur faire de procès. Non, c'est un pays qui se disqualifie lui-même. Donc pour ou contre l'adhésion d'un pays musulman dans l'Union européenne? Oui, à condition qu'il respecte les valeurs. Le réchauffement climatique, est-ce une priorité? La lutte contre le changement climatique est une priorité. Et qu'est-ce qui menace l'Europe en ce moment? Un ordre international qui est en train de se mettre en place et qui n'a plus rien à voir avec la civilisation que nous avons connue depuis 1945. Quels sont les atouts de l'Europe? C'est sa diversité et sa capacité malgré tout à transcender ces divergences pour en faire quelque chose de plus solide. On réussit dans nombre de domaines et elle a une capacité de réactivité lors des moments de crise, ce dont elle ne dispose pas pendant qu'il n'y a pas de crise. Et dernière question, devrions-nous nous préparer à une guerre? Nous sommes en guerre. Il y a une guerre hybride lancée par la Russie contre nous. Donc pour la deuxième partie, on va aborder ce dont on appelle avec notre équipe les 6 grondements. Donc premièrement, ce qu'on appelle le grondement diplomatico-militaire. Deuxièmement, le grondement existentiel, on va après détailler tout ça. Le grondement démographique, le grondement technologico-industriel, le grondement écologique et les élargissements, qui sont une question qui se pose réellement. Et directement, le premier sujet qu'on va aborder, le premier grondement qu'on va aborder, c'est le grondement diplomatico-militaire. On l'a évoqué, il y a une guerre en Europe, en Ukraine très précisément. On voit que les États-Unis se détachent, mais même déjà depuis l'ère Obama, se désengagent progressivement de l'Europe, ou du moins veulent se désengager de plus en plus de l'Europe. Et on sait qu'il y a potentiellement un président des États-Unis, ou prochain président qui pourrait être Donald Trump, qui remet en cause, par exemple, l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique. On voit un monde multipolaire de plus en plus dangereux où l'Occident est désavoué par ses opérations extérieures qui pour certains se sont révélées hasardeuses, comme en Irak, en Libye et en Afghanistan. Et donc la question qui se pose dans un monde plus dangereux, c'est de savoir quel est votre bilan en tant que député européen, en tant que membre de ce parti Renew Europe, pour renforcer et qui a renforcé, quel est le bilan dans le renforcement en tant que, en tant qu'Europe stratégique au niveau diplomatique et en tant qu'Europe militaire. Quel est le bilan que vous portez vis-à-vis de ça? Le bilan est assez positif malgré d'importantes lacunes. Au cours des 5 dernières années, l'Union européenne a fait énormément de choses. Elle a fait bouger les lignes, notamment en matière de lutte contre les crises qui n'étaient pas prévisibles. Les programmes que nous avons décidés en 2019 n'ont pas pu se réaliser parce qu'il y a eu d'autres thèmes qui ont meublé l'ordre du jour de notre travail au plan européen. Covid n'était pas prévisible ni prévu. L'Union européenne a fait preuve d'une réactivité extraordinaire en promouvant très rapidement la production d'un vaccin et aussi la distribution du vaccin au même prix dans tous les pays de l'Union européenne. Elle s'est constituée en centrale d'achat, très bien. Personne n'avait imaginé l'Europe évoluer à une telle vitesse. Elle a décidé d'un plan de relance. C'est une décision stratégique, un plan de relance économique, en injectant une somme voisine de 800 milliards dans le système économique européen. Ça a donné de la prévisibilité, ça a donné de la stabilité. Si Mélanie, aujourd'hui, se veut rassurante au niveau européen, c'est parce qu'elle reçoit à peu près 70 milliards de ce plan de relance. C'est plutôt rassurant. Donc nous avons acheté auprès des partenaires moins fiables à première vue notre sécurité, notre stabilité. Donc elle joue le jeu européen. Jusque maintenant, là, il n'y a rien à dire. L'Union européenne, d'un autre côté, fait faible figure en matière de sécurité. Elle doit accepter que la Chine est entre-temps devenue une puissance européenne parce qu'on attribue à la Chine la qualité de pouvoir impacter l'attitude de Moscou en Ukraine, mais on n'attribue plus cette qualité à l'Europe. L'Europe joue en 3e ligue au plan diplomatique
plan des relations extérieures, c'est parce qu'elle n'a pas été à même de se doter d'un mécanisme décisionnel digne de ce nom. Elle ne respecte pas les institutions, notamment en matière de politique étrangère. Le haut représentant, qui en fait office de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ne peut pas appeler ministre parce que pour les non-fédéralistes, ministre colle à un État. Or, l'Europe n'est pas un État, donc pas de ministre, et on trouve toujours, dans tous les formats, quelque chose où il n'y a pas de place pour le haut représentant de l'Union européenne en matière de politique étrangère. La grande priorité et la grande absente de ce bilan, c'est des avancées considérables en matière d'institutionnalisation de l'union politique. C'est indispensable. Il faut avoir une lecture commune, une lecture approfondie de la situation, des enjeux stratégiques qui menacent l'Europe. Il faut être conscient que la Russie est en train de lancer toutes les dictatures contre nous et en même temps un ordre nouveau qui est en train de s'établir et sur lequel nous n'avons pas de prise. Okay, on va y venir sur les institutions. Selon vous, est-ce que la guerre en Ukraine, c'est notre guerre? Oui. Et quelle est la nature de cette guerre? Est-ce que c'est une guerre entre une Russie impérialiste? Est-ce que c'est une guerre d'une dictature contre une démocratie? Quelle est la nature? Quelles sont les motivations de Vladimir Poutine, selon vous? C'est une guerre qui s'attaque à l'ordre international, à l'ordre européen, consacré par l'acte de Helsinki, qui avait consacré la non-violabilité ou l'inviolabilité des frontières, signé à l'époque même par l'Union soviétique, donc la puissance prédécesseur de l'actuelle Russie. Non, c'est un échec total. C'est la force qui règne et plus le droit. Quand c'est le droit de la force plutôt que la force du droit qui règne, alors on est en très mauvaise posture. Et il faut absolument tout faire au plan diplomatique, au plan de la défense, au plan de la relance économique, au plan de la présence de l'Europe dans le monde qu'il faut mettre fin à cette situation. Quelles seraient certaines puissances politiques ou forces politiques, tant très à droite que très à gauche, demandent des négociations? Selon vous, quelles seraient les conditions pour négocier avec Vladimir Poutine? Pour que des négociations aient la moindre chance d'aboutir, il faudrait inverser le rapport de force. L'Ukraine n'a rien à gagner dans cette position inférieure sur le front vis-à-vis de la Russie en termes de matériel et de personnel mobilisable dans cette guerre. Est-ce que la Russie, selon vous, est européenne? Elle fait partie du continent européen. Il y a de forts courants de pensée qui sont très proches des nôtres. Si vous allez à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Varsovie, à Paris, à Rome, vous rencontrez des gens habillés de la même façon, des jeunes gens habillés de la même façon, ils partagent les mêmes idées, ils écoutent la même musique, ils ont des aspirations communes et ils ont tous tout sauf l'envie de faire la guerre. Vous avez souvent parlé, ou votre parti a souvent parlé d'une défense européenne. Concrètement, vous qui avez été ministre de la Défense, qu'est-ce que ça veut dire une défense européenne? Ça veut dire une grande armée européenne, une conscription européenne, ça veut dire une industrie avec une collaboration renforcée. Ça veut dire quoi, défense européenne? Il y a certains éléments de ce que vous venez d'évoquer qui font partie de ce dessin. La grande armée européenne, elle a fait l'objet d'un projet de traité en 1954, le projet de la Communauté européenne de défense, la CED, qui malheureusement n'a jamais vu le jour parce que Pierre Mendès France avait introduit une question préalable à l'Assemblée nationale, donc elle n'avait même pas été mise à l'ordre du jour. 4 pays l'avaient déjà ratifié, l'Allemagne, les 3 pays du Benelux, l'Italie qui s'était apprêtée à le faire aussi, a finalement y renoncé parce que la France avait fait échec à la CED. C'est bien dommage parce que c'était un projet complet qui allait au-delà du seul aspect de la défense. Il incluait la sécurité, les aspirations des Européens à surmonter leurs différences. Pour l'ancien chancelier Konrad Adenauer, l'échec de la CED a été sa plus grande déception, ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est essayer de s'approcher le plus de la vision de 1954. Ça ne va pas être facile.
Il va falloir mobiliser des budgets, il va falloir avoir une lecture commune de la situation, des dangers qui menacent la sécurité et l'intégrité territoriale des Européens, pas seulement la menace militaire, mais aussi la menace via Internet, notamment la cybercriminalité. Il faut donc avoir une position vis-à-vis de tous ces défis et l'industrie de l'armement des 27 pays de l'Union européenne dispose de toutes les capacités. Il faut mettre un peu de coordination là-dedans pour voir qui fait quoi, qui peut se spécialiser en quoi. La capacité de production des obus dont a besoin l'Ukraine, on lui avait promis 1 million de pièces. Cette capacité a atteint la cadence au mois de février de cette année. Donc si on continue à produire selon cette cadence, dans 1 an, on aura le million d'obus, en plus des 500 000 qui ont déjà été produits. Il y a des capacités réelles, il y a un sursaut, il y a une volonté politique pour aller de l'avant. Donc il faut maintenant aussi consolider ces acquis au niveau de la réforme des traités. On sait que le Luxembourg est très atlantiste, on sait qu'au Luxembourg, il y a une proximité très importante avec les États-Unis. Concrètement, le projet de défense européenne voudrait dire aussi une industrie d'armement européen. Comment concilier ou comment se positionner vis-à-vis des États-Unis qui ont des intérêts industriels dans l'industrie militaire en Europe évidents? Je crois que même si Trump prétend mettre fin à la solidarité prévue à l'article 5 du traité de Washington, donc du traité de l'OTAN, s'il devait traduire dans la réalité cette intention, ce serait très grave. Mais malgré ça, je crois qu'il resterait quand même une certaine coopération entre les États-Unis. En ce qui concerne le casus belli, là, ce serait très grave. Et il faut que l'Europe se prépare au scénario du pire. Elle ne devrait pas exclure une coopération militaire avec les Américains, mais ça va être très dur. L'Europe peut réussir à condition de mobiliser dès à présent toutes les forces disponibles, toutes les capacités de production. Et s'il n'a pas d'argent, elle devrait recourir à un emprunt, à un eurobond, pour financer l'effort de guerre en Ukraine et aussi la reconstitution de ses propres capacités militaires qui ont été largement mises à contribution depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon Jean Asselborn, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans au Luxembourg, l'Europe ne pourra exister entre les États-Unis et la Chine qu'en s'unifiant toujours plus. Quel est, selon vous, quel doit être le rôle de l'Europe dans cet affrontement qui se dessine entre la Chine et l'Europe et les États-Unis? Nous vivons dans un monde bipolaire, on ne sait pas jusqu'où iront les Américains dans leur volonté de s'isoler par rapport au reste du monde. Il y a une tendance isolationniste. Lorsque les démocrates sont au pouvoir, cette tendance elle tend à s'atténuer. Quand reviennent les républicains, elle se renforce. Les États-Unis sont tentés par des positions beaucoup plus dures. Face à la Chine, je crois que nous avons des rapports extrêmement étroits avec la Chine en moyen de coopération commerciale. La Chine, il faut le dire, pèse très lourd. Elle va dépasser l'économie européenne et américaine dans les toutes prochaines années. Néanmoins, l'Union européenne a une nuisance value, si je puis m'exprimer ainsi, étant donné que nous représentons à peu près 7% du produit intérieur brut chinois. Nous avons là un moyen de peser dans nos relations, donc nous ne sommes pas désarmés face à ce continent, mais par contre nous devons réindustrialiser certaines branches de notre économie. Ça ne veut pas dire que nous devons tout rapatrier, tout ce qui a été délocalisé de l'Europe, mais ce que nous devons faire, c'est voir quels sont les impératifs de l'économie de 2030, 2035, 2040, et jeter les bases de cette économie. Donc investir dans la très haute technologie, par exemple les semi-conducteurs. Nous sommes dépendants de Taïwan qui risque d'être envahi prochainement par la Chine. Donc nous devons tout mettre pour sécuriser un peu notre base économique, la base économique de l'économie de demain. Okay. On sait qu'une des
premières ou une des principales leçons de cette guerre en Ukraine, c'est qu'elle concerne les Européens, mais tout le reste du monde, on l'a vu notamment dans des votes à l'ONU, s'en désintéresse. L'Afrique, la France et l'Europe se font un peu sortir d'Afrique, l'Asie s'en désintéresse, le Brésil, même cette nouvelle alliance avec les BRICS, ne s'intéresse plus ou ne donne plus ce même crédit qu'elle le donnait à l'Occident. Quelle doit être la voie de l'Occident? On sait que souvent on reproche à l'Occident de faire la morale au monde. Comment reparler ou comment nous reconnecter avec cette Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, qui semble être de plus en plus déconnectée? On a l'impression que l'Occident est de plus en plus isolé. Il faut une meilleure diplomatie, ne pas faire la leçon au reste du monde, mais partager des enseignements avec le reste du monde. On doit quand même avoir une lecture commune de la Charte des Nations Unies. Ça concerne les valeurs, les droits de l'homme. C'est pas un produit européen, c'est une démarche à dimension universelle. Tous ceux qui sont membres des Nations Unies ont souscrit à cette charte, donc il faut rappeler que c'est un bien public commun. Et il faut le défendre en commun. Et donc c'est pas l'Europe qui s'impose au reste du monde, mais c'est l'Europe qui rappelle au reste du monde que nous avons un devoir commun de donner vie à cette charte. Deuxièmement, il est vrai que les États africains, notamment, commencent à se désintéresser de l'Union européenne. Je crois que l'Union européenne est en partie responsable de cela. D'abord, je vais le dire avec mes mots, quand Blinken va en Afrique, les Africains savent que les États-Unis étaient présents. Quand Lavrov sort en Afrique, les Africains disent la Russie est présente. Quand il y a 10 commissaires qui vont en Afrique, l'Afrique a l'impression que l'Europe n'est nulle part. Alors que nous sommes le premier bailleur de fonds, nous avons des liens extrêmement étroits avec les Africains. Les langues européennes sont plus parlées en Afrique qu'en Europe. Il y a des liens culturels. Et je crois que l'Europe, au cours des dernières années, a aussi adapté sa législation aux besoins africains, là où elle a manqué. C'est notamment dans la prise en considération des intérêts de sécurité des Africains. Ça fait des années que je me bats ensemble avec un certain nombre de collègues au Parlement européen pour proposer une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'inviter un pays de l'Union africaine à prendre place au Conseil de sécurité de façon permanente avec droit de veto. Ça ne coûte rien. Imaginez-vous un seul instant, lorsqu'on a créé le Conseil de sécurité en 1945, l'Afrique avait 240 millions de personnes. Aujourd'hui, elle a 1,4 milliard. À la fin du siècle, elle sera à 4 milliards. Vous multipliez une population par 16 et vous ne changez rien au fonctionnement des institutions internationales, ça ne marche pas. Ok. La dernière question concernant ce secondement, elle est dédiée à l'Arménie. On sait que l'Azerbaïdjan a annexé le Haut-Karabagh. Et on sait aussi que Mme von der Leyen, que votre groupe soutient, a signé un accord pour accroître les livraisons de gaz azéri. On sait que l'Azerbaïdjan est notamment proche de l'Europe de par sa culture, de par sa chrétienté, mais aussi du fait que c'est une des rares démocraties dans la région. L'Arménie, vous voulez dire? L'Arménie, oui. Sommes-nous pas un peu lâches dans cette situation vis-à-vis de l'Arménie et de ce qui se passe en Arménie, même ces derniers jours, et on entend très peu de voix s'élever vis-à-vis de ce qui se passe en Arménie et de ce qui a été signé? Hélas, je ne trouve pas d'argument pour vous contredire. Oui, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Arménie? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour l'Arménie? Il faut faire beaucoup de choses. Il faut être aux côtés des Arméniens au plan diplomatique. Il faut aussi essayer de renforcer leurs moyens de résistance face à l'Azerbaïdjan, qui se comporte d'une façon absolument abominable. Je crois qu'il faut aussi faire un effort à ce que l'histoire, qu'il y ait une lecture de l'histoire partagée. En Europe, l'existence de la Shoah ne fait plus aucun doute au niveau de l'écriture de l'histoire. Mais en Russie et en Azerbaïdjan, l'histoire est réécrite tous les 5 ans, et au point de rendre même le passé imprévisible. Je crois qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on pourrait et on devrait intervenir. En tout cas, je trouve que l'Europe est peu présente dans cette région. Si nous ne voyons que l'Ukraine et pas l'Arménie, qui quand même n'est pas très loin de nous, qui a beaucoup de liens communs avec nous, nous ne pouvons pas reprocher aux Africains qui sont encore plus éloignés de nous,
qu'ils ne s'intéressent pas aussi fort à l'Union européenne que nous le souhaitions. Est-ce qu'il faut remettre en cause cet accord gazier avec l'Azerbaïdjan? Dans la réponse, je dois faire référence à toute l'hypocrisie qui caractérise les rapports de l'Union européenne avec ces pays. Nous savons que nous ne pouvons pas nous passer d'énergie. On pourrait dire que non-all, ça s'applique aussi à l'énergie. Nous avons besoin de ces achats et nous avons peu de moyens d'influer sur un changement de régime dans ces pays. Je suis le seul enfin je ne suis pas le seul, je suis le premier à faire preuve de culpabilité, d'hypocrisie et d'humilité face à cela. Nous avons perdu beaucoup de temps. Si on avait accéléré un peu la production des énergies alternatives, un peu plus vite, un peu plus rapidement. Et pas lâcher le nucléaire, peut-être? S'il vous plaît? Et pas lâcher le nucléaire, par exemple? Là où on a lâché le nucléaire de façon prématurée, c'est absolument contre-productif. Oui, le maintien du nucléaire, même si ce n'est pas de façon définitive, participe de la solution au problème de lutte contre le changement climatique, en attendant que les énergies renouvelables puissent prendre le relais. On va y venir. Okay. Le deuxième grondement qu'on veut aborder, c'est le grondement existentiel. Donc, c'est concrètement l'existence de l'Union européenne. On sait que l'Union européenne est notamment décriée dans des pays clés comme maintenant. Le Luxembourg est une des exceptions, est un des pays les plus europhiles, mais on sait qu'un des pays les plus importants dans la construction européenne, la France, a refusé le traité pour la Constitution européenne en 2005, ce qui a mis un arrêt. On sait que les peuples ont du mal à suivre parfois l'Europe, la traite de bureaucrates, technocrates, et aussi on se demande qu'est-ce que l'Europe, mais aussi quelle Europe? Est-ce qu'une Europe des nations, une Europe plus fédérale? Et on va vous poser à peu près toutes ces questions. Selon vous, qu'est-ce que l'Europe? Est-ce que l'Europe, c'est, comme certains le disent, un marché commun? Est-ce que l'Europe, c'est une construction, c'est 2000 ans d'histoire? Est-ce que l'Europe, c'est la chrétienté? Est-ce que l'Europe, c'est... Qu'est-ce que l'Europe pour vous? Qu'est-ce que veut dire l'Europe? Mais l'Europe est un peu tout ça. L'Europe est avant tout une aspiration à donner une perspective aux peuples très divers, différents de par leur culture, parfois de par leur religion. Je crois que l'Europe, c'est la détermination de passer à un autre niveau pour prendre des décisions qu'on ne peut plus prendre au niveau national. Donc l'Europe ne transcende pas les valeurs nationales, mais elle essaye de mieux les conserver en donnant un cadre dans lequel se retrouvent toutes les cultures de façon égale. L'égalité statutaire, pour moi, c'est pas seulement un grand mot, mais c'est aussi une réalité qui doit être préservée. Depuis qu'existe l'Union européenne, le Luxembourg se sent en sécurité. Si elle n'existait pas, on serait nul et insignifiant. Okay. Quelles sont les valeurs de l'Union européenne, selon vous? Tolérance, respect de la liberté, je le résumerai en un mot, l'irréductibilité de la dignité humaine. Et l'état de droit, par exemple? Ça fait partie de ça. Il n'y a pas d'irréductibilité de la dignité humaine sans l'état de droit. Il y a un article qui fait souvent polémique, c'est l'article 7, donc, oui. Vis-à-vis des pays qui ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut aller plus loin vis-à-vis de la Pologne et de la Hongrie, par exemple? Au niveau de la nature des sanctions, il ne faut pas aller plus loin, mais au niveau de sa mise en vigueur, il faudrait abandonner l'unanimité qui est prévue pour condamner, pour sanctionner le pays qui est défaillant du point de vue respect des valeurs qui sont inscrites dans l'article 2. L'article 2, comme vous le savez, définit les valeurs et l'article 7 prévoit les mécanismes de sanction. Comment rendre l'UE plus efficace? Souvent, c'est une des critiques qu'on lui fait, c'est qu'elle est opaque, notamment pour la désignation du président de la Commission européenne, et inefficace parce que 27 pays, c'est difficile à mettre d'accord. Comment rendre l'Union européenne plus efficace, selon vous? Elle n'est pas plus opaque que les États nationaux. Si vous voyez les conciliabules qui précèdent la formation d'un gouvernement dans la plupart des pays européens, en Belgique, aux Pays-Bas, je ne peux pas dire que ce sont des champions de la transparence en matière de formation d'un gouvernement. Ça dure parfois 14 mois. Et puis, lorsque plus personne ne s'y intéresse, on découvre tout à coup qu'il y a eu la formation d'un gouvernement. Non. Je crois qu'on fait un faux procès à l'Europe. L'Europe a certes des lacunes en matière de transparence.
Le Conseil n'est pas suffisamment transparent comparé au Parlement européen, qui est transparent sur toute la ligne. Rares sont les réunions à huis clos qui ne sont pas retransmises en direct via Internet. Le Parlement européen, c'est aussi une autre façon de faire de la politique. Et je crois que c'est très intéressant de le relever. Regardez un peu ce qui se passe dans les États membres. Vous avez un gouvernement qui est contrôlé par une majorité et qui est défié par une opposition. Donc vous avez là la thèse et l'antithèse. Au Parlement européen, on recherche avant tout la synthèse. Dès le départ, vous avez un projet de loi déposé par la Commission qui a le monopole de l'initiative législative. Ça, c'est encore un anachronisme. Il va falloir le laisser derrière nous. Néanmoins, lorsque les deux branches législatives s'attaquent au dossier, au Parlement européen, on nomme un rapporteur, il cherche une majorité, donc il doit traiter avec les grands groupes responsables, les socialistes, les conservateurs, les libéraux et les verts, et c'est dans cette masse critique de diversité politique que se dégage ensuite un compromis. C'est le compromis. Le compromis n'est pas toujours de nature à enthousiasmer les foules, mais il a ceci de précieux qu'il va rarement dans une direction extrême. Okay. Selon vous, le destin de l'Europe, c'est une Europe des nations, avec une coopération entre les nations, ou c'est un État supranational, les États-Unis d'Europe? Disons que, je vais dire avec les mots du président qui vient de décider, le président Jacques Delors. Il a dit « l'Europe, c'est une fédération d'États-nations ». Il y a des éléments fédéralistes dans la démarche européenne. La politique agricole commune décidée au sommet de la pyramide et appliquée à la base, c'est une politique fédérale. La politique monétaire décidée à Francfort, co-décidée à Bruxelles en matière économique, c'est une politique fédérale, parce qu'elle doit être appliquée à la base. La politique culturelle, c'est un mélange de compétences nationales et européennes, donc un secteur à compétences partagées, mais en tout cas, l'Europe essaie d'être utile là où les États membres ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Je trouve que ce modèle est beaucoup meilleur que la réputation que d'aucuns veulent bien lui faire. Est-ce qu'il existe un peuple européen ou des peuples européens actuellement? Est-ce qu'il existe un peuple européen? Nous avons tous des origines différentes et un passé commun. Nous avons une religion qui a été un ciment pendant des siècles. Aujourd'hui, la plupart des pays sont de tradition chrétienne, même si le commun des mortels n'est plus pratiquant. Nous avons des valeurs communes sur lesquelles nous basons notre démarche politique. Nous avons aussi des défis communs. Je crois que ça va souder les différents peuples européens. Je crois qu'ils ont plus en commun que ce qui les divise. Une Europe dominée par l'AfD, le RN, Salvini, Orban, le parti PiS de la Pologne, ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences concrètement? Vous, en tant que député européen, en tant que fin connaisseur de l'Europe, ça veut dire quoi? Moi, je crois qu'il ne faut pas trop financer autour de cette question. Ce qu'ils disent, il faut les prendre au mot. Si l'AfD parle de rémigration, ça veut dire en clair qu'ils veulent que 30 millions de citoyens qui vivent actuellement en Allemagne quittent l'Allemagne. Donc ça, c'est le grand départ. C'est une purification ethnique, ou une purification basée sur des critères d'ethnie, des critères de religion, des critères de race, des critères d'appartenance religieuse. Tout cela n'est absolument pas acceptable. J'espère que les manifestations qui, depuis quelques semaines, sont très réelles et visibles en Allemagne, continuent à manifester à l'AfD que l'opinion publique a compris le danger qui pourrait émaner de cette formation politique. C'est extrêmement dangereux, je suis très préoccupé. Il faut tout faire pour que les partis traditionnels se saisissent de cette question. Je suis pour un cordon sanitaire vis-à-vis de ces partis, mais je crois qu'il faut... Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi un cordon sanitaire? Un cordon sanitaire, c'est-à-dire refuser toute coopération avec ces partis, parce qu'il ne faut pas traiter avec les partis qui tolèrent des nazis dans leur rang. Ça ne marche pas, c'est un no-go, comme disent les Anglais. C'est quel parti? C'est quel parti précisément? C'est la AfD. Il y a des nazis notoires qu'on peut nommer tels quels avec l'accord, pour être en accord avec un jugement rendu par les tribunaux allemands. Et le Rassemblement national aussi, vous le mettriez dans ce cordon sanitaire? Certains éléments, oui. Ok. Et quel serait, pour Mais revenir à la question... Oui, en plus que ça ne nous libère pas de l'obligation de parler aux gens qui ont quitté les partis traditionnels pour gonfler les rangs des partis extrémistes. Il faut s'attaquer aux causes de leur départ, de leur fuite des partis traditionnels. Et quelles sont, pour revenir à la question, quelles seraient selon vous les conséquences politiques? Les sondages où on voit la dynamique partout en Europe, c'est des partis de la droite nationale qui dans les sondages sont très importants. On voit 30% probablement le Rassemblement national en France. Ça veut dire quoi au niveau de la politique européenne, au niveau de 5 ans de législature, 5 ans d'Europe? Ça va vouloir dire quoi vis-à-vis des décisions majeures qu'il va falloir prendre? Selon vous, c'est... Ce qui me désole, c'est qu'ils arrivent à 30% dans certains pays. Ce qui me console, c'est qu'il reste 70% de gens qui n'adhèrent pas à cela, qui résistent à la tentation. Donc il faut que les 70% se comportent de façon très responsable, qu'ils laissent derrière eux ces petites querelles intestines qui ne mènent nulle part. Et il faut avoir à l'œil le sérieux de notre temps et les défis réels qui guettent nos sociétés. Ce qui me rassure aussi que si on compare les années d'aujourd'hui avec les années 30, 1930 du siècle dernier, il y a beaucoup de parallèles, sauf une. Nous avons des institutions aujourd'hui qui sont de nature à s'opposer à cette dégradation des rapports entre hommes. Pour vous, c'est comparable, les partis actuels aux années 30? Il y a des tendances qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le durcissement du discours, la crétinisation des opinions publiques par une propagande qui permet n'importe quoi, face à une opinion publique qui, en grande partie, s'en désintéresse, qui n'est pas consciente des dangers. Par contre, il y a des institutions qui sont plus fortes que nous, plus fortes que les États, qui essaient de ramener donc la vie politique dans des rapports tout à fait défendables. Donc il y a une volonté permanente de garder des rapports tant soit peu civilisés entre nations et aussi entre individus. Très bien. On va passer au troisième grondement, c'est le grondement démographique. Vous l'avez cité, le fait que l'Afrique, selon les projections de l'ONU, l'Afrique passerait à 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. On voit l'instabilité en Afrique, de nombreux coups d'État, mais aussi le réchauffement climatique. L'ONU prévoit aussi 300 millions de migrants climatiques. Mais à la fois, on voit aussi qu'en Europe, il y a un vieillissement des populations, ce qui va faire peser les factures sur les retraites, par exemple, ou sur le modèle social. Et à la fois, on voit que l'immigration est de moins en moins tolérée dans les pays européens. Donc, on l'a vu, ceci a été vu ou constaté notamment par l'Eurobaromètre il y a 2-3 mois, qui a même chiffré qu'ici au Luxembourg, il y a un recul, même si le Luxembourg reste tolérant, il y a un recul de cette, si on peut le nommer de cette manière, de cette tolérance à l'immigration. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il faut continuer à accueillir ? Bien entendu qu'il faut continuer à accueillir, il faut en tout cas que le droit à l'asile reste tabou. Pas question d'y toucher. On ne peut pas rester indifférent vis-à-vis du sort des personnes qui fuient la guerre, le viol, les violations dans leur pays, les exécutions dont ils sont menacés, parfois et très souvent même la peine de mort. On ne peut pas rester indifférent à cela. Tant qu'on est en position d'aider, il faut le faire. Par contre, l'immigration irrégulière pose un vrai problème. D'un côté, nous avons besoin de personnes sur notre marché du travail. Nous avons besoin de millions de personnes, même Mme Meloni prétend avoir besoin de 500 000 personnes qui viennent de l'extérieur pour combler les lacunes qu'il y a sur le marché du travail italien. Et
Je trouve que les politiques migratoires de l'Union européenne sont presque exclusivement répressives. J'aimerais qu'on redécouvre le bras offensif. Je prends un exemple. Dans la région sahélienne, vous avez à peu près entre 400 et 500 millions de personnes, je ne sais pas exactement. Dans cette région, qui comprend des pays comme le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, vous avez des migrations, des courants migratoires très importants. Il y a deux sortes de courants migratoires. Le courant migratoire intra-régional, donc les gens qui migrent à l'intérieur de cette région, et une migration internationale. Celle qui est intra-régionale représente à peu près 90% des mouvements migratoires, et les gens qui quittent cette région représentent 10% de ces personnes. Sur les 10%, il y en a 5 qui viennent en Europe et 5 qui vont aux États-Unis. Le profil de ces personnes, c'est le profil de quelqu'un qui a fait des études Bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc des gens qui sont relativement bien formés comparés à l'ensemble des Africains. Si ces gens avaient une perspective sur place où ils pourraient faire fructifier leur talent, je crois qu'ils resteraient là et contribueraient à la création des richesses de leur pays. Malheureusement, ces politiques que nous appuyons à travers la politique d'aide au développement ne sont pas suffisamment efficaces pour prévenir cette situation. Ok. On va reprendre aussi un cas très concret. C'est le cas de l'Allemagne. Angela Merkel, en 2015-2016, décide d'accueillir 1 million de réfugiés syriens qui viennent de la guerre civile qu'il y a eu en Syrie. Presque toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'à partir de ce moment-là, le parti dont vous avez parlé, l'AfD, est monté dans les sondages. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup d'accueillir 1 million de personnes si on sait derrière les conséquences politiques que ça a ? Ou comment on fait pour, selon vous, éviter ces conséquences politiques ? Moi, je reste admiratif devant le courage qu'avait déployé Mme Merkel en disant « Wir schaffen das ». Nous allons pouvoir réussir l'inclusion de ces personnes. Et je crois que l'Allemagne a partiellement réussi. Je trouve que la criminalité tant pronostiquée par les AfD n'a pas eu lieu. Il y a certes aussi des criminels parmi les personnes qui ont regagné l'Allemagne, mais on est loin du scénario de catastrophe qui avait été prédit par l'AfD. L'AfD veut faire peur. Elle se fout comme de l'an 40 de la réalité. Elle veut faire peur. Elle incite à la haine contre ces personnes. Et je trouve que ça, c'est absolument inacceptable. Je crois que l'une des heures les plus nobles de l'histoire allemande du dernier siècle, c'est cette déclaration de Mme Merkel. Si dans les années 30, il y avait des dirigeants allemands qui avaient dit ça, ça eût été bénéfique non seulement pour l'Allemagne, mais pour l'ensemble du continent européen. Est-ce que vous connaissez le taux de natalité au Luxembourg ? Je connais à peu près le taux de progression démographique, il doit être autour de 2%. Le taux de natalité des citoyens Luxembourg, il doit osciller entre 1,5 et 2%. Donc c'est 1,3 enfants par femme. Oui. Donc le taux de remplacement, c'est 2,1. Est-ce qu'il y a un sujet concernant la natalité en Europe ? Est-ce que votre parti envisage cette problématique ? Les politiques natalistes sont souvent des politiques privatrices de liberté. Donc je ne vais pas me risquer sur ce terrain. Par contre, il faut mieux encadrer les familles, faire en sorte que la faculté d'élever des enfants de notre société reste intacte et qu'on trouve un équilibre entre l'impératif du marché du travail et des besoins des jeunes couples qui veulent se créer un foyer. Donc concrètement, vous voulez dire qu'il faudra accueillir plus d'immigration. Est-ce que selon vous, l'immigration, il y a des risques ? Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Est-ce qu'il y a des conséquences, des externalités négatives à l'immigration ? Dans la mesure où ceux qui sont acquis au Luxembourg s'intègrent rapidement, je trouve que le problème est quasi inexistant. C'est un défi, certes, pour le système scolaire, c'est
c'est une manne pour la sécurité sociale, c'est une chance pour la vitalité de notre pays, pour la créativité, pour les milieux artistiques. Je trouve que c'est une très grande chance de pouvoir disposer d'une telle diversité culturelle. Je trouve que c'est très enrichissant. Ok. Et est-ce que l'islam, selon vous, est une menace en Europe ou est une menace pour l'Europe? L'islamisme est une menace pour l'Europe. Très bien. On va passer au quatrième grondement. Les 3 derniers grondements vont aller beaucoup plus rapidement. Premièrement, c'est le grondement écologique, donc le réchauffement climatique, une des urgences de ce siècle. Quel est votre bilan? Quel est le bilan de votre parti en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique? Un bilan mitigé. Il y a des pays qui sont très loin, comme la Finlande, qui est à quelques années de la neutralité climatique. En 2035, elle sera à émission zéro, net zéro. En 2040, elle sera même climat positive, donc elle émettra moins de CO2 qu'elle ne pourra en absorber. Les autres pays ont pris l'engagement d'être à ce niveau en 2050 et le Green Deal qui a été mis en place à cette fin se heurte à des problèmes souvent mal compris ou mal acceptés par la population européenne du fait des difficultés de traduire dans la pratique les exigences déposées dans ces lois. Je trouve qu'il faudrait avoir un peu plus d'empathie avec les gens qui doivent, dans leur quotidien, réaliser ce que nous décidons à Bruxelles. Sinon, l'Union européenne risque d'être prise pour un monstre gris qui n'est capable que de décréter des interdits. La politique climatique, c'est pas ça. Il faut qu'elle donne de l'espoir aux gens et qu'elle incite les gens à travailler dans ce sens et à leur montrer que ça vaut la peine de s'activer dans ce domaine. Les jeunes en sont très conscients. Je voudrais que ma génération le soit aussi. En tout cas, l'obligation de résultat est là et déjà très largement traduite dans des obligations légales. Est-ce qu'on peut être écolo et contre le nucléaire? Je crois qu'il faut être extrêmement pragmatique. Si vous construisez une centrale nucléaire aujourd'hui, elle ne sert plus grand-chose à limiter l'augmentation de la température moyenne, parce qu'il faut attendre de 10 à 15 ans pour qu'elle soit en mesure de fonctionnement. Donc d'ici là, elle ne produit aucun effet bénéfique. Et le climat risque d'avoir basculé au cours de cette période de 15 ans. Si vous l'avez planifié il y a 15 ou 20 ans, elle produit ses effets aujourd'hui et elle est productrice d'une énergie qui, bien entendu, est climatiquement très intéressante. Mais je crois au potentiel des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et aussi la fusion nucléaire. Je crois que là, il y a un très grand potentiel pourvu que ça réussisse. Est-ce que l'Europe en fait déjà assez? On voit que la Chine, il y a une statistique où en Chine, on ouvre toutes les semaines des centrales à charbon. On voit que les États-Unis, donc les 2 plus grands pollueurs à l'échelle de la planète, c'est largement les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on peut se dire que l'Europe en a déjà fait assez ou est-ce que l'Europe a un devoir d'être exemplaire? Personne n'en fait assez. Il faudrait en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. La Chine, j'ai d'autres informations. On dit que les centrales de charbon, c'est pour suppléer aux besoins créés par l'incapacité de produire des éoliennes ou du solaire. Donc c'est surtout un palliatif à cela, donc aux interruptions de production énergétique. Mais d'un autre côté, je vois que la Chine progresse énormément à une vitesse vertigineuse, aussi en matière de production de voitures électriques. La Chine a un potentiel considérable et le problème qui se pose à nous, c'est le dumping chinois fait en la matière. Nous avons inventé le solaire, nous avons assisté à la phagocytation de cette prouesse par la Chine. C'est à hurler, mais c'est comme ça. Je ne voudrais pas qu'à l'avenir, il y ait un continent qui produit des éoliennes et l'autre les implante. Il faut que ça soit produit de façon rassurante pour tous les pays afin qu'on ait toujours
les productions nécessaires, les stocks d'éoliennes nécessaires à leur remplacement. La même remarque pour le solaire. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je dirais davantage. Ok. On va passer à la partie concernant les élargissements. Pour l'Ukraine, vous avez déjà répondu. Est-ce que les pays de l'Est, un élargissement est envisageable? Par exemple, la Macédoine, l'Albanie, la Serbie. Et si je peux rajouter aussi une piste, il y a eu souvent des discours français, notamment du président Macron, du président Mitterrand, d'une Europe à plusieurs vitesses, à plusieurs échelons. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Mais déjà, l'Europe des 27 est une Europe à plusieurs vitesses. Il y a des pays qui ont l'euro, il y a des pays qui n'ont pas l'euro, il y a des pays qui font partie de Schengen, il y a des pays qui ne font pas partie de Schengen, il y a des pays extérieurs à l'Union européenne qui font partie de Schengen et du marché intérieur. Donc le continent européen, c'est une intégration à plusieurs vitesses. Tout le monde ne va pas aussi loin que son voisin ou tous les autres. L'Union européenne tend à faire converger tous ses efforts. Néanmoins, on s'aperçoit que l'évolution dans les 27 se fait à géométrie variable et à cadence différente. Et il faut faire en sorte que tout le monde puisse arriver au but. En ce qui concerne les élargissements vers ces pays, vous savez pertinemment bien qu'il y a trois catégories de critères à respecter. Premièrement, le respect des dispositions relatives à l'état de droit. Deuxièmement, la capacité de résister dans un marché où la concurrence est quand même assez brutale. Et troisièmement, le respect de l'acquis communautaire. Lorsque ces trois critères sont remplis, vous avez rempli les critères de Copenhague, qui est la condition sine qua non pour faire adhérer un pays. Ce qui manque, c'est une solution à la question suivante. Si vous remplissez les critères au moment de l'entrée dans l'Union européenne, ne faut-il pas faire en sorte que ce respect soit pérenne? Donc qu'il y ait des mécanismes de sanction susceptibles de faire entrer dans le rang ceux qui ont failli aux dispositions de l'article 2, dont nous avons discuté quelques moments auparavant. La deuxième condition, donc ça c'est la condition qui doit être remplie par les pays candidats. Il y a aussi une condition qui doit être remplie au niveau des pays actuels, membres de l'Union européenne, c'est leur capacité d'absorption. Or, je vois que cette capacité d'absorption est défaillante sur deux plans. Premièrement, sur le plan institutionnel, nos institutions ne sont pas à même d'accueillir un si grand nombre de pays. Imaginez-vous un seul instant une Europe à 35, qui, rien qu'au plan institutionnel, fonctionne avec 35 commissaires, 35 membres du Conseil européen, 35 membres du Conseil de l'Union, un parlement de 900 parlementaires, que sais-je. Donc vous auriez 4 institutions de la taille d'un très grand parlement et de la taille de 3 petits parlements. Il faut faire quoi alors? C'est pas avec des institutions qui ont la taille de 4 parlements que vous allez diriger une institution. Ça, c'est un no-go absolu. Ça ne marchera jamais. Donc nous faisons des promesses à ces pays, en leur disant « venez chez nous », nous faisons des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Nous pouvons les tenir à condition de faire l'aggiornamento institutionnel. Il faut le faire absolument. Entre ça et le fait de dire non, il y a des paliers possibles pour ces pays. Est-ce qu'on peut faire adhérer ces pays au marché intérieur? Oui, de mon point de vue, il y a des solutions. Est-ce qu'on peut les faire adhérer à l'espace Schengen? Oui, parce qu'on le fait avec la Norvège, la Suisse et l'Islande. Est-ce qu'on peut envisager des coopérations militaires? Bien entendu, on le fait au plan transatlantique, pourquoi ne pas pouvoir le faire sur le plan européen? Le dernier grand obstacle, c'est l'incapacité des institutions européennes telles qu'elles fonctionnent maintenant pour gérer une situation dans laquelle nous serions à 35. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire ça. Je n'ai pas la solution pour résoudre ce problème dans l'immédiat, mais je sais que si nous n'arrivons pas à résoudre cette question, nous serons plutôt des fossoyeurs que des constructeurs de l'Europe du futur. Très bien, on va faire le dernier... Et un mot, oui, bien sûr. Vous savez, les citoyens, et on l'a vu à travers la conférence sur le futur de l'Europe,
et surtout les jeunes, ils sont très conscients de ce problème, et de ce point de vue, ils sont en avance sur le politique. Okay. Concernant le dernier enjeu, l'enjeu technologico-industriel, on sait qu'on est battu largement par la Chine, vous avez parlé notamment sur l'industrie des énergies renouvelables, mais aussi par les États-Unis. Comment faire pour que les entreprises européennes redeviennent compétitives en matière industrielle? On sait qu'après le Covid, il y a eu un phénomène intellectuellement, on s'est dit qu'il fallait revenir et même vis-à-vis des exigences climatiques, il fallait produire proche de chez nous. Comment on fait pour que les entreprises européennes soient compétitives? Quelles sont les mesures à prendre? Alors il faut deux choses. Il faut prendre acte de ce qui se fait aux États-Unis et en Chine. Et il faut non seulement réagir à cela, mais il faut avoir des postures assez proactives. Face aux États-Unis, prenons le IRA, le Inflation Reduction Act. Biden décide d'injecter 350 milliards de dollars dans le circuit en excluant de cette manne des entreprises européennes. Donc c'est la guerre économique, c'est du dumping. C'est absolument contraire à tous les accords que nous avons à l'OMC. Avec la Chine, c'est pareil. La Chine pratique le dumping et l'Union européenne a lancé une investigation contre les voitures, l'exportation de voitures électriques, notamment parce qu'elles ne répondent plus. Le prix de vente est très largement inférieur au prix de revient de ces voitures. Donc, d'un côté, nous devons réagir en disant est-ce qu'on va faire une guerre économique contre les États-Unis? Avec quels moyens? On ne les a pas. Biden a dit à Macron et à Scholz mais si vous n'êtes pas content, faites la même chose. Pourquoi ne pas mobiliser 350 milliards d'euros pour mettre à flot toutes nos industries, pour permettre de réaliser le Green Deal d'ici 2050? Lorsque dans 50 ans, on pourra lire dans les livres d'histoire que l'Europe a failli parce qu'elle a manqué de mobiliser 150 milliards pour l'Ukraine et 350 milliards pour financer la lutte contre le changement climatique. C'est 500 milliards d'euros, c'est à peu près les 2/3 du plan de relance. Si on n'a pas été capable de mobiliser cela, alors nous serions nuls devant l'histoire. Je crois qu'il faut être conscient de cela. Deuxième aspect, je crois que nous avons intérêt à maintenir un multilatéralisme digne de ce nom. L'institution qui, jusqu'à naguère encore, marchait le mieux au niveau global, c'était l'OMC. Personne n'était content avec l'OMC, mais c'est quand même une institution qui marche. Ou bien on laisse faire les Zuckerberg, les Gates, les Amazon, etc., les Musk, pour n'en citer que quelques-uns, ou bien ce sont les institutions qui, partagées au plan politique, qui font la loi. Moi, je suis pour l'égalité statutaire de tous les États et le changement climatique a été une occasion pour le démontrer et je crois que le futur monde doit reposer sur un multilatéralisme. Tout espoir n'est pas encore perdu, mais il faut que l'Europe, qui est pour l'instant, je crois, la seule défendresse de ce système, fasse preuve d'imagination et de créativité pour convaincre les Africains et aussi les Latino-Américains, et pourquoi pas les Chinois. Qui nous empêche d'avoir des entretiens d'égal à égal avec la Chine? Personne. On n'a aucun intérêt à se laisser dégrader cette situation. Il y a 3 domaines dans lesquels on ne peut jamais refuser le dialogue. C'est la sécurité, le climat et la santé. Et quand vous avez enlevé tout cela, il ne reste plus grand-chose sur lequel on ne peut pas discuter. Donc tout nous invite à multiplier l'effort pour contribuer à ce que d'autres soient entraînés aussi dans cette démarche de défense du multilatéralisme. Okay. On va poser les 3 à 4 dernières questions. Une question qui a été posée par l'algorithme ChatGPT, peut-être que vous le connaissez, il vous pose une question. Si vous deviez échanger de rôle avec un autre député européen pendant une journée, qui choisiriez-vous et pourquoi pensez-vous pouvoir gérer mieux que lui ses responsabilités durant cette journée? Je n'ai pas d'exclusive, il y a beaucoup de gens de qualité face auxquels je me sens très inférieur. Je vous avais dit il y a quelques instants que
Le mot qui prévaut dans la coopération entre parlementaires européens, c'est la synthèse plutôt que la recherche de divergences. Je ne vois pas ça en question en rapport de supériorité ou d'infériorité. Il y a beaucoup de gens avec lesquels je pourrais parfaitement me comprendre, fussent-ils membres d'autres partis. Très bien. Qu'est-ce qui vous différencie du parti chrétien social de CSFAO? Quelle est la différence? De nombreux citoyens se posent la question, finalement, quelle est la différence entre DP et CSFAO en termes sur les élections européennes? Nous avons beaucoup de points communs, et puis les partis aujourd'hui ne sont plus très homogènes. Mais essayons de simplifier un peu à l'outrance. Le Parti social-chrétien et surtout le Parti populaire européen était un parti conservateur. Alors aujourd'hui, vous avez dans le monde des conservateurs, vous avez des gens qui prétendent être des progressistes, et puis il manque une troisième catégorie. Je vais vous dire pourquoi. Les conservateurs, ils veulent faire renaître ce qui a existé hier. Les progressistes veulent conserver ce qui existe aujourd'hui. Par rapport aux conservateurs, ils sont progressistes. Mais par rapport aux défis du monde, personne n'est en phase avec les besoins du futur. Donc je crois qu'il faut être complice avec tous ceux qui réfléchissent au monde de demain, qui acceptent d'en faire une lecture très lucide et qui ont le courage de partager les impératifs de cette démarche avec leurs concitoyens. La politique, c'est ça. La politique, c'est l'anticipation permanente, et c'est moins le regard en arrière. Le regard en arrière peut être utile pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur, mais seulement le regard dans le rétroviseur fait de vous un très mauvais conducteur. Et quelles sont les différences avec les socialistes, LSAP? Nous avons beaucoup de points communs avec les socialistes. Disons que les socialistes sont devenus socio-libéraux, et les libéraux sont devenus dans une très large mesure des libéraux socio-libéraux. Libéraux sociaux, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Si nous avions des clivages comparables à ceux des États-Unis, nous aurions deux clans, ou deux camps. L'un créé par des conservateurs auquel adhérait donc l'idée, l'extrême droite, une partie du PPE, quelques rares oiseaux des libéraux, des socialistes et quelques populistes. Et puis d'un autre côté, vous auriez le camp démocrate, avec les socialistes, la branche responsable du PPE, les libéraux et les Verts. Et je crois que dans la pratique, ces deux camps sont déjà en train de prendre forme. Très bien. Quelle est la mesure phare pour la jeunesse luxembourgeoise européenne que vous allez prendre ou que votre parti prendra quand ils seront en mandat au Parlement européen? Quelle est la mesure phare? S'il faut penser à une chose que vous allez faire avec votre parti Renew Europe au Parlement européen pour la jeunesse européenne, c'est quoi? Relire les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe où les jeunes se sont manifestés. Là, tout est codifié et il suffit de mettre ça en pratique. Vous avez 1 minute pour vous adresser directement à la caméra et pour convaincre un électeur, vous lui dites quoi? Il faut le convaincre, vous dites quoi à l'électeur? Écoutez, nous vivons des temps extrêmement dramatiques. En 2024, nous sommes dans une situation où l'ensemble de nos acquis est remis en question. Notre sécurité n'est plus garantie. Nous avons un dictateur au Kremlin qui essaie de mettre fin à notre ordre national, notre ordre international. Il se fie des règles auxquelles il a souscrit lui-même. Donc il faut retourner à une situation où c'est le droit qui prime plutôt que la force, mais la force en ce moment est nécessaire pour établir le droit. L'Union européenne doit se rendre à l'évidence que nous sommes très seuls. Nous risquons d'être encore plus seuls après le 5 novembre prochain, lorsque les Américains auront décidé qui sera le prochain président des États-Unis. Comme nous avons les capacités à mobiliser d'ici là, nous pouvons relever ce défi à condition de ne perdre pas un seul instant, de ne pas attendre jusqu'au lendemain des élections. Il faut le faire dès à présent. Et cette fois-ci, nous n'avons plus le temps de nous gratter la nuque et de perdre 3 mois et puis de nous donner 100 jours pour
nous installer dans des fauteuils des responsabilités, il faut le faire incessamment, sans perdre une seconde. Très bien. Merci pour cet entretien, Monsieur Goerens, et j'espère que les auditeurs apprécieront cet entretien long.